Lundi 20 avril 2020, Sur le vif, le balado du CRIMIS, épisode 3. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Baptiste Gaudry, directeur scientifique intérimaire du CRIMIS. De manière générale, est-ce que vous pouvez nous partager certaines des observations des membres en ce qui a trait à la crise actuelle et les inégalités sociales? La crise permet aux membres du CRIMIS d'analyser des tendances qui étaient en fait, pour certaines déjà à l'œuvre au Québec et à l'international, mais également de nouvelles tendances qui se dessinent avec la situation actuelle. Et parmi les questions que les membres se posent, c'est qu'est-ce que cette crise actuelle fait aux inégalités sociales ? Qui est le plus touché? Quels sont les groupes les plus touchés par la crise? Comment intervenir auprès de ces populations qui sont les plus vulnérabilisées par la crise actuelle? Et dans ces interventions, ce qui ressort, c'est quelles sont les interventions qui sont institutionnelles, les interventions communautaires. On parle aussi d'interventions individuelles ou collectives qui peuvent limiter l'impact de cette crise sur ces groupes. Alors, ce qu'on a vu, en fait, c'est que dans les médias, l'attention a surtout été mise au tout début de la crise sur la vulnérabilité, sur la dimension sanitaire de la crise, la vulnérabilité de certains groupes, par exemple avec des maladies respiratoires ou les aînés qui sont importants donc face au virus. Mais ça a pu cacher, invisibiliser des situations sociales préoccupantes, et c'est ces situations sociales notamment qui intéressent les membres du CRIMIS. Donc cette crise, elle n'est pas simplement sanitaire, comme on l'entend beaucoup, mais elle est économique et sociale. En fait, elle est multidimensionnelle et elle concerne tous les champs thématiques de recherche du CRIMIS, toutes les expertises de recherche des membres, qu'on parle d'alimentation, de politique sociale, en lien avec la transformation du rôle de l'État ou des inégalités sociales de santé, et j'en passe. Donc cette crise, elle est multidimensionnelle, mais elle ne touche pas pour autant toutes les personnes de la même manière, comme on a pu l'entendre dans certaines analyses qui rapportaient que la Covid abattait des frontières de territoire ou de classe. C'est faux, à la fois parce que tout le monde n'a pas la même probabilité d'attraper le virus, mais aussi parce qu'avec ou sans le virus, toutes les personnes et les groupes sociaux ne sont pas touchés de la même manière par la crise sociale et économique en fonction de leur statut social. Donc la crise, en fait, elle révèle autant qu'elle exacerbe certaines de ces inégalités sociales, qu'on soit touché ou non par le virus. Comment est-ce que les membres du CRIMIS voient la suite? Qu'anticipe-t-on au niveau de l'évolution? Il y a plusieurs membres, en fait, notamment des praticiens chercheurs, des praticiennes chercheuses qui anticipent que des personnes ayant des besoins de voir un médecin ou des travailleuses sociales vont repousser leur rendez-vous parce qu'ils vont avoir peur de se présenter dans les services, ce qui va détériorer leurs conditions de vie, leurs conditions de santé. Alors on s'attend un peu à une vague de nouveaux problèmes sociaux ou de problèmes sociaux existants mais qui vont prendre une ampleur inédite et qui vont être causés indirectement par la crise. On peut penser à des personnes aussi qui auraient vécu un stress important en raison d'une perte de revenus, ou aux personnes qui vivent de la violence dans leur foyer et que la situation, en vue de la situation actuelle, ça limite leur capacité d'aller chercher de l'aide ou la capacité de témoins à dénoncer les situations. Est-ce que une crise comme celle-ci pourrait mener à des actions concrètes permettant de réduire les inégalités sociales? Est-ce qu'on peut voir ça de manière optimiste, tout ça? Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais il y a peut-être des groupes pour lesquels effectivement elle aura un effet protecteur. En fait, j'ai 2 exemples à vous donner. J'ai échangé avec un intervenant d'une équipe de santé mentale qui me disait que parmi ses collègues en fait qui travaillent dans des équipes de suivi des personnes avec des problèmes de santé mentale qui vivent dans la communauté, mais ces intervenants ont augmenté l'intensité des appels téléphoniques depuis le début de la crise. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est précisément parce qu'ils anticipaient une augmentation de l'anxiété des personnes, une aggravation des symptômes de leur maladie, et donc ils anticipaient que ça puisse se traduire par une arrivée aux urgences. Et dans ce cas, ce qui est particulier, c'est que la crise a fait que les gens sont plus souvent en contact avec leurs intervenants ou leurs intervenantes que dans une situation ordinaire. Et on sait que la fréquence et la qualité des liens a un impact majeur sur la santé mentale et le bien-être des personnes qui sont suivies par ces équipes. Donc ça pourrait avoir pour effet finalement de désamorcer des situations de crise et de protéger des personnes qui en temps normal sont plus isolées ou ont moins de contact avec leurs intervenants.
On sent dans les propos et on sait que le CREMIS fédère des liens avec une diversité de milieux, à la fois de la communauté scientifique, des intervenants, gestionnaires du CIUS, des milieux communautaires, diverses directions cliniques. Qu'est-ce que vous observez au niveau de ces liens actuellement? Est-ce que vous réussissez à les maintenir? Mais le Crémis, en fait, on le dit souvent, mais il est assis sur un vrai trésor. Il y a un trésor, pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de membres réguliers, en fait, qui ont des expertises variées, aussi bien universitaires que cliniques. On a une 50aine de membres réguliers. Et puis aussi du fait de son ancrage dans un établissement de la santé et des services sociaux, en fait, qui est le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Le Crémis a développé des liens privilégiés avec des praticiens, des praticiennes, des équipes du CIUS, et aussi un ensemble d'organismes communautaires qui sont partenaires des projets de recherche des membres. Et ces liens, la qualité de ces liens permet de faire remonter rapidement des enjeux du terrain et aussi de démultiplier en quelque sorte les regards sur les situations. Et pour nous, en recherche, le défi particulier, c'est on ne veut pas arriver après coup et puis livrer des analyses une fois que la crise est passée, mais c'est trouver des façons de faire de la recherche qui permettent de nourrir la réflexion et l'action en temps réel. Ce travail, comment vous faites ou comment vous pensez pouvoir le rendre visible? On a misé sur une pluralité de supports. Alors je pense notamment à ce qu'a fait le groupe de personnes qui travaillent à la mobilisation des connaissances, qui a lancé le nouveau projet Balado du Crémis avec la série Sur le vif. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en prenant la parole, des praticiens ou des gestionnaires qui ont une expertise d'intervention auprès de populations marginalisées peuvent répondre à des questions que se posent d'autres intervenants, d'autres intervenantes ou de gestionnaires à travers la province. Et donc ça, c'est le temps court en quelque sorte. Et puis dans le temps long, il y a aussi bien sûr maintenir nos projets de recherche subventionnés. Et puis cultiver nos préoccupations critiques à l'égard des logiques d'action qui sous-tendent les interventions dans la situation de crise. Ce qui a été nommé par plusieurs membres, c'est des préoccupations relativement à l'accroissement de la philanthropie, les tensions entre les logiques d'action en santé publique et les libertés individuelles. Il y a plusieurs groupes qui ont été privés de leur liberté en ce moment. Et puis aussi l'effet possiblement stigmatisant ou discriminatoire de certaines mesures. Comment la recherche sociale peut-elle être mise en contribution dans un contexte comme celui-ci? Comment est-ce que le Crémis voit son rôle et oriente ses activités? Ce qu'on voit, c'est que la recherche sociale, elle est nécessaire, et y compris dans l'urgence. En tant que centre de recherche sur les inégalités sociales, il y a plusieurs des membres qui ont perçu en quelque sorte qu'ils avaient une responsabilité de contribuer au débat public sur les inégalités sociales, sur la base de leur expertise, et de soutenir la réflexion des milieux de pratique. Et ce que je pressens, c'est que plus on va avancer dans la crise, plus on va prendre la mesure du caractère social de cette crise et des enjeux qu'elle soulève, et donc plus le rôle du Crémis va être important. Les praticiens nous le partagent en fait, même au front, ils ont besoin d'espace, que ce soit par les courriels, par des appels, par la lecture, des échanges formels, informels, pour prendre du recul. Et c'est ce que la recherche fait. Elle permet de prendre un recul, parfois on dit un pas de côté, pour se dégager de l'immédiateté des situations. Pensez-vous qu'il y aura un retour à la normale? Sur le retour à normal, en fait, moi j'ai un peu de mal avec l'expression retour à la normale, parce que je ne sais pas si tu connais ce slogan, ne revenons pas à la normalité. C'est la normalité qui est précisément à la source des crises, de cette crise, mais plus généralement des crises sociales, économiques et sanitaires qu'on a pu connaître par le passé. Et imaginons, je parlais de l'augmentation temporaire de la rémunération des travailleuses et travailleuses qui sont pauvres en général. On ne souhaite pas le retour à la normale, à leur rémunération d'avant. C'est aussi le cas dans les CHSLD où on prend la mesure de l'importance du soin, mais on ne veut pas un retour à avant. Moi, je souhaite qu'on sorte de ce confinement plus solidaire que jamais, plus conscient de notre capacité d'action collective et puis de notre interdépendance, parce que ça, c'est un peu ça que révèle la crise en ce moment, c'est notre profonde interdépendance. Si on se fie à l'expérience des 30-40 dernières années, quand on a eu des crises économiques et sociales, le retour à la normale n'a pas été synonyme de réduction des inégalités sociales. En fait, au contraire, il y a plusieurs analyses, dont une qui est bien connue, qui est celle de Naomi Klein dans la stratégie du choc, c'est que l'après-crise rime avec austérité et augmentation des inégalités sociales. En fait, on l'a vu au Québec après la crise de 2008, il s'en est suivi une période assez longue d'austérité dans laquelle en fait on était toujours avant le début de la crise sanitaire et sociale. Et puis ces crises aboutissent à des concentrations plus importantes de richesses pour les particuliers, les riches particuliers.
Est-ce que vous pouvez nous partager quelques scénarios ou qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour cette sortie de crise? Il y a d'un côté un peu, je ne veux pas polariser, mais il y a cette hypothèse possible du retour de politique d'austérité qui va pénaliser les plus précaires, hein, dont on a parlé depuis le début de notre conversation, les femmes, les personnes à faible revenu, qui sont les mêmes touchées par la crise. Et soit des solutions plus structurelles, que je nommais à l'instant, et qui sont... c'est intéressant parce qu'elles étaient présentées comme farfelues il y a peu, et puis elles apparaissent maintenant comme des propositions de bon sens auprès d'un large public. Dans l'actualité internationale, il y a un exemple qui a retenu mon attention, c'est au Portugal. Le gouvernement a accordé des droits de séjour temporaires à des immigrants et aux demandeuses d'asile ayant déposé un dossier avant que l'état d'urgence soit décrété. Et ça permet à ces personnes, qui d'habitude sont les plus délaissées en termes d'accès aux droits sociaux et de santé, d'accéder à des prestations sociales et de santé, d'avoir un compte en banque, de trouver un travail. Donc ce type de mesure qui a été complètement impensable est rendu possible. Donc en fait la crise, elle a en quelque sorte ouvert des imaginaires politiques importants.